Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à l'édition d'information du soir sur la télévision Shekina TVS. Au sommaire de ce journal, les négociations entamées depuis quelques semaines entre la FESIRIFA et le gouvernement vont bon train. Le bureau de cette fédération a convoqué une assemblée générale dans le souci de faire le bilan d'étape avec la base. Le parti politique Les Démocrates a effectué sa rentrée politique ce matin. Dans son allocution, le président de cette formation politique, Guy Zobandama, a annoncé la participation de son parti politique aux élections législatives à venir. Vous aurez les détails au cours de ce journal avec Maria Lecom. Rebonsoir, je le disais tout à l'heure, merci de votre sincérité et fidélité à l'édition d'information de TVS, édition d'information de 19h30. Des luttes contre la dépravation de mœurs chez les jeunes. En 2009, le gouvernement tirait la sonnette d'alarme en annonçant d'importantes mesures allant de l'interdiction d'ouvrir des débits de boissons à proximité des établissements scolaires à la fermeture de ces débits de boissons à 22 heures. 9 ans après, ces mesures ne sont que partiellement respectées. Pierre Parfait-Mbadikoumbre. Au Gabon, pour ralentir la dépravation des mœurs qui s'observe depuis plusieurs années, le gouvernement, en décembre 2009, annonce une batterie d'importantes mesures. Premièrement, interdiction aux enfants de moins de 16 ans de circuler ou de se retrouver dans un lieu public après 22 heures s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs. Pour casser l'affinité qui existe entre les jeunes et l'alcool. Deuxièmement, interdiction aux jeunes d'entrer dans les débits de boissons alcoolisées ou tout autre établissement destiné à la consommation des boissons alcoolisées, accompagnés ou non de leurs parents. Troisièmement, interdiction d'ouvrir les débits de boissons et autres entités destinées à la consommation des boissons alcoolisées aux abords d'établissements scolaires et universitaires. Suite au tapage et banditisme dont se plaignent les populations. Quatrièmement, les gestionnaires des débits de boissons et des entités émettant des nuisances sonores ont été invités à fermer leur établissement à partir de 22 heures sous peine de sanctions. Mais là, les réfractaires sont nombreux. Ces mesures avaient été fortement applaudies par les populations, inquiétées par les allures de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais force est de constater que les autorités de Libreville n'ont pas veillé scrupuleusement au respect de ces mesures destinées à protéger les jeunes contre la dépravation des mœurs. Située derrière l'école Gadi, la passerelle métallique livrée il y a plus de 8 ans à la population de ce quartier est dans un état de dégradation très avancé et du coup, la dégradation de cette passerelle métallique incommode le vécu quotidien des populations du quartier Gadi. Reportage. Construite et livrée il y a plus de 8 ans, cette passerelle métallique, située derrière l'école Ngadi, dont le maître d'ouvrage délégué était le secrétariat permanent de la Commission nationale des typés, est dans un état de dégradation avancée qui ne sécurise plus les populations. C'est de la faute de la mairie parce que, comme m'appelle, les typés avaient restitutionné les travaux. C'est la faute de la mairie qui ne suit pas. Il y a des risques. Même moi, je me suis blessée là. Dans ce pont, il y a des risques. Beaucoup de personnes se sont déjà fait mal, mais avec les moyens de bord, on essaie de souder de temps en temps, mais sinon c'est pas ça. Ça a besoin des autorités compétentes. On ne fait pas au match, là on tombe, les gens se blessent. La mairie ne s'occupe pas. Une situation qui a poussé certains jeunes à se regrouper le week-end dernier avec un poste à souder pour raccorder les caillebotis. Les gars ont fait des travaux il y a 2 jours de cela. Sinon, le pont était vraiment en décadence. Ils ont essayé de faire quelque chose. Mais apparemment, comme vous voyez. Mais, selon Rachel, les riverains sont aussi responsables de la détérioration de ce pont. La population aussi n'est pas consciente. La population attend tout de l'État. La population, ils ne veulent rien faire. Ils attendent tout de l'État. Et puis, quand l'État fait, ils gaspillent. Les enfants du quartier se mettent à sauter. Il faut toujours les chasser, rester là à les chasser. Les parents aussi, parfois, ils vont vous répondre que c'est la mairie, c'est pas pour vous. Moi, mon père et moi, on nettoyait souvent le canal là. Quand ils viennent, même les adultes, ils jettent les vieux matelas et tout. Si vous parlez, ils vont vous dire que c'est pas vous la mairie. En attendant le lancement effectif des travaux de réparation de cette passerelle métallique,
les populations demeurent exposées aux blessures, fractures et autres. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique où les employeurs ou les employés, autant pour moi, de la société Satram observent depuis quelques jours un sitting devant le palais de justice de la ville de Port-Gentil et pour cause, ils réclament à l'employeur 7 mois de salaire impayé. Média Plus. Les employés de l'entité GCA Satram, qui réclament plus de 7 mois de salaire impayé, ont quitté ce matin le siège de leur entreprise pour se rendre au palais de justice de Port-Gentil dans l'objectif de rencontrer le premier président de la cour de cette institution. On est venu voir si l'autorité peut faire quelque chose pour qu'on puisse avoir les salaires parce que ça fait 8 mois qu'on n'a pas de salaire et puis on ne sait pas à qui s'adresser, l'employeur n'est pas là, ni le directeur du personnel, ni tous ceux qui constituent le bureau du directeur, ils ne sont pas là. Donc nous on est là, on ne sait même pas à qui vraiment s'adresser. Donc on est venu au tribunal afin de voir si réellement le procureur ou le président du tribunal peut faire quelque chose. Vraiment, ça pourra tourner à notre avantage. On ne sait pas, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi, donc on est obligé de nous tourner vers le tribunal. Bon, ils vont trouver, ils savent que nous on est des pères de famille. Alors on a des enfants à nourrir, les écoles à payer, il n'y a pas l'argent. Nous avons un problème de salaire, 8 mois de salaire non impayé. Apparemment, nos responsables ne sont même pas dans les bureaux, nous sommes en train de patienter. Bon, on ne sait pas s'ils vont venir, on est en train de patienter. La société au Gabon qui fait plus de 7 mois, on n'a pas de salaire. On veut savoir exactement l'autorité. Un problème économique qui affecte sur le plan social les nombreux ménages de ces derniers, surtout en cette période de fête de fin d'année. Mais on ne peut pas passer les fêtes en bien, toujours mal, parce qu'il n'y a pas les ressources de vie. C'est compliqué, les enfants n'ont pas de cadeaux, les enfants ne vont pas à l'école, donc du coup c'est dérangeant. Oui, justement, il y a une grande difficulté, parce que les maisons sont complètement à terre, c'est vraiment compliqué pour nous. On ne sait même plus ce qu'il faut faire, on ne sait plus. Quelques mois je suis malade, là moi je ne sais pas comment faire, mais je bois des médicaments, je ne sais même pas comment il faut faire. Déterminés à aller jusqu'au bout, ces employés de l'entreprise EGCA Satram attendaient la sortie de leur délégué du personnel qui était encore dans les bureaux du tribunal. Nous restons toujours avec l'actualité port-gentillaise. Christine Musunda, sénatrice du 2e siège du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, pour le compte de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, a offert aux familles, aux enfants issus des familles défavorisées près de 717 kits de jouets à l'occasion de fêtes de Nouvel An. Euphrem Biorezo, image, nos confrères des médias plus Port-Gentil. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume de dire. C'est au siège de la représentation provinciale de l'Union du peuple gabonais, force politique chère à feu président Pierre Mamoundou, que l'élu du 2e siège du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, la vénérable Christine Musunda, a communié avec près de 517 enfants à l'occasion des festivités marquant l'année 2018. Dans son élan de générosité, 517 kits seront distribués gracieusement à l'ensemble des enfants présents, tous d'ailleurs issus des couches sociales défavorisées. Une maman peut offrir à ses enfants, à ses petits-enfants, et pourquoi pas aux personnes qui sont désapprouvées, qui n'ont pas de moyens. Tous ces enfants-là qui sont ici, ce ne sont pas les enfants des riches, ce sont les enfants des pauvres. Nous sommes allés dans les quartiers parce que nous connaissons le problème qui se passe à l'intérieur. Nous n'avions pas pris les enfants de ceux qui travaillent, mais nous avions pris la résolution de prendre les enfants qui sont dans les bas quartiers, qui souffrent, parce que dans les bas quartiers, nous connaissons qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter ne serait-ce qu'un seul cadeau à son enfant, faute de moyens. Une distribution effectuée en présence des parents, des bénéficiaires et de quelques notables de la province de l'Ouest-Maritime. Ces gestes pleins de générosité caractérisent et confirment l'amour et le partage très souvent prôné par le père fondateur de cette formation politique que tente à présent de relayer la sénatrice du 2e siège du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Merci mes enfants, mes petits-enfants. Merci mes petites sœurs, mes filles qui appartiennent à ces enfants-là et qui ont honoré, qui ont voulu être là présents ce soir et présents ce
pour accompagner leurs enfants et leurs petits-enfants. Je vous dis encore merci. Que Dieu bénisse l'union du peuple gabonais. Si je suis là parmi vous, c'est parce que j'ai pris vraiment la résolution d'être avec vous ensemble pour cette fin d'année et ce début d'année 2018. Que Dieu vous protège tous et toutes. Amen. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne le courage, la force, la santé. Vraiment dans toutes les familles de l'Union du peuple gabonais qui se retrouvent ce soir ici au siège du président Pierre Mamboundou. Au quartier Mini-Prix, fief de cette formation politique, tous les enfants ayant effectué le déplacement en ont eu pour leur compte, histoire d'entamer la nouvelle année tout en beauté. Retour à Libreville, activité syndicale à présent au cours de cette édition d'information avec la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon qui a tenu son assemblée générale aujourd'hui au sein de l'entreprise Bouygues Énergie. Le but de cette rencontre était de faire le point sur la grève de solidarité lancée il y a quelques jours. Le président de cette confédération syndicale est au micro d'Hélène Fabiola Mangamekpar sur les images de Mosconi Ngonombe. Nous savons qu'aujourd'hui on ne cherche pas. Mais les termes doivent être faits. Quand on licencie, demandez la question à ceux-là qui... Il y en a une partie de Bouygues aussi. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a une partie qui va souvent chercher de l'argent. Est-ce que c'est comme ça que le licenciement pour motif économique, même si c'est à l'amiable, c'est comme ça que ça se passe? On doit contacter les gens de manière officielle. Discuter avec les gens de manière officielle. Pour savoir... Voilà ce que nous avons eu, les difficultés que nous en avons eu pour peut-être gérer l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise liquidée? Tout ça, c'est des termes. Mais nous, ça ne reviendra pas de la CSTG. Ce que nous attendons, c'est le pouvoir public à travers ces actions. Et ces actions, nous n'avons pas besoin de dire demain, voilà ce qui va se faire. Mais nous attendons qu'à partir de ces 3 jours, on va évaluer qu'est-ce que ça donne. Mais la priorité, c'est qu'il faut payer les gens de Bouygues. Quelle que soit la nature de licenciement, payer les gens de Bouygues. Et en priorité, d'abord, répondre aux besoins des arriérés des salaires. Depuis qu'on a fait la conférence, visioconférence, jusqu'à présent, ils sont comme ça. Doucement, je voudrais m'expliquer. Comment nous comptons, nous, en tant que CSTG? Dans la CSTG, il y en a des salariés qui ont subi. Mais ce que nous allons vous dire, c'est pas... Nous n'allons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et nous n'avons pas à dévoiler ce que nous pensons demain. Nous avons devant nous un pouvoir public. C'est lui qui gère les institutions de la République. C'est le pouvoir public qui doit gérer la réglementation, la législation du travail, tant internationale que nationale. Mais nous apportons plus des informations, c'est ce que nous sommes en train de faire, pour atteindre un grand nombre. Ce n'est pas du coup. Qui a entendu parler de la grève de solidarité? Est-ce que c'est écrit où, la grève de solidarité? Ce sont des choses qu'il faille aller doucement, doucement pour que les gens comprennent. Il est tout à fait évident, je ne vous apprends rien du tout. Vous comprenez que il y en a ceux qui disent dans des entreprises, ah, mon cher ami, moi je ne peux pas aller là-bas parce qu'on va aller me lancer les bombes lacrymogènes. C'est des questions de ce genre. Mais il faut les ramener petit à petit à comprendre qu'il y a un intérêt. C'est plus que nous serons regroupés, plus qu'il y aura de la mobilisation, plus que le pouvoir va reculer. Si chacun campe dans son coin, eh bien tant mieux. Mais au moins on aura dit quelque chose. Et je termine pour répondre, pour dire, si on parle, on meurt. Si on ne parle pas, on meurt. Alors, commençons à parler et qu'on meure une bonne fois. Le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon était au micro d'Hélène Fabiola Mangamekwa. D'une activité syndicale à une autre cette fois-ci avec la Fédération syndicale des régies financières et administrations assimilées qui était aussi en assemblée générale sur fond de restitution des négociations voire des démarches entamées afin de dénouer la crise dans le secteur des régies financières. C'est du moins ce que nous rapporte Audrey Mébiam.
C'était hier à la Chambre de commerce de Libreville que les agents des régies financières ont tenu une assemblée générale. L'objectif de cette rencontre, faire le compte rendu des négociations après 6 réunions déjà tenues avec les hauts représentants du gouvernement. Il était question pour le bureau de la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées de faire un bilan d'étape des négociations qui ont commencé avec le gouvernement. Nous sommes pratiquement à la 6e réunion. Il est tout à fait normal de revenir vers la base qui nous a donné un mandat et faire le bilan d'étape des avancées que nous avons constatées, des points bloquants et de recueillir leurs propositions. Des négociations qui semblent trouver satisfaction aujourd'hui. Le bilan est des avancées satisfaisantes pour le moment. Nous disons que c'est une note de satisfaction. Pour information, nous sortons de Port-Gentil, où le même bilan d'étape a été présenté à la base de Port-Gentil. Il nous a donné et renouvelé l'optitus de continuer les négociations. C'est pour dire que si la base apprécie, c'est que pour le moment, nous constatons des avancées, une volonté du gouvernement de sortir de la crise, mais également une volonté des partenaires d'assister le gouvernement et d'apprécier les pas qui sont faits. Une question demeure tout de même dans l'esprit de ceux qui ont mandaté le bureau des syndicats des régies financières et des administrations assimilées FECIREFA, c'est-à-dire la base, à savoir à quand la date de paiement des primes, lesquelles connaissent déjà une réduction allant de 30 à 40% sur le montant initial en fonction de la catégorie de l'agent. Une situation qui laisse ces derniers perplexes. Affaire à suivre. Outre l'éducation, l'économie et bien d'autres secteurs d'activité, le secteur de la santé n'a pas été oublié au cours du discours à la nation le 31 décembre 2017 du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui promettait à cet effet la mise à disposition à travers le territoire national des cliniques mobiles. Une décision certes louable mais qui n'est pas exemptée de critiques ou d'ambiguïté. Reportage. Entre autres décisions prises par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors de son discours à la nation le 31 décembre 2017 dernier, on retient celles liées aux cliniques mobiles qui vont sillonner le territoire national pour apporter des soins de santé aux populations vulnérables appartenant à la catégorie d'économiquement faibles. Cette offre de santé répond aux attentes des Gabonais et Gabonaises et s'inscrit dans les grands axes du plan stratégique Gabon émergent dont la santé est l'un des maillons forts, sinon intentionnels. Car une nation forte et émergente est celle-là qui a une population en bonne santé. Et le chef de l'État tente de poser les jalons de la santé au Gabon. Toutefois, cette décision est tout comme les autres ambiguë. L'ambiguïté réside dans le caractère réalisable ou irréalisable et intentionnel de ce projet. Aussi, il tentera sans y parvenir de combler les insuffisances en matière de santé au Gabon. Si le pays parvient à satisfaire au programme de vaccination du calendrier de l'Organisation mondiale de la santé OMS, il n'en demeure pas moins vrai que le pays connaît des difficultés en la matière. Certes, quelques structures hospitalières dotées d'une technologie de dernière génération, les coûts des soins de santé restent onéreux. Au lieu des cliniques mobiles, il aurait été appréciable que le secteur de la santé connaisse des améliorations profondes en termes de structure et de formation du personnel qui y exerce. Ces politiques régaliennes de l'État devraient conduire à des politiques moins coûteuses dans les structures hospitalières. L'amélioration ou l'innovation en termes de structure devrait permettre de doter chaque département, chaque district d'un centre de soins de santé et ce sera alors les soins de santé de proximité. Au lieu des cliniques mobiles dont le coût paraît élevé et l'existence éphémère car elles ne pourront être disponibles en tout lieu et en tout temps, c'est un projet d'une éphémérité aux allures électorales. Au volet politique de ce journal, on parle essentiellement de cette rentrée politique du parti Les Démocrates. Au cours de son allocution, Guy Zubandama, le président de cette formation politique, a annoncé la participation de sa formation politique aux élections législatives à venir. Le récit est de Maria Lecom, les images, Yvan Bertrand Koumile Kandoumba. La salle du QG du parti Les Démocrates a refusé du monde à l'occasion de la rentrée politique du dit parti. Guy Zubandama, en sa qualité de président, a tenu un discours de circonstance en adressant d'abord ses vœux de bonne santé aux Gabonais, mais aussi de courage face au dur climat de crise économique que rencontre actuellement le Gabon. Nonobstant la tension observée entre les acteurs politiques qui se regardent désormais
en chien de faïence, morceau choisi. Au seuil de cette année nouvelle, il me plaît, avant tout, de vous adresser mes vœux de bonne santé, d'harmonie familiale, de paix intérieure, mais aussi de courage face au dur climat de crise économique qui sévit depuis près de 4 ans maintenant et voit le niveau de vie de plusieurs familles gabonaises plongées sans cesse dans une misère proche de la grande pauvreté. D'autant plus que pour bon nombre de travailleurs aujourd'hui, percevoir un salaire à la fin du mois est devenu une loterie où on gagne au petit bonheur la chance. Mes chers compatriotes, parlant de tension, force est de constater que depuis bientôt 2 ans, les acteurs principaux de la vie politique du pays se regardent en chien de faïence. Entre les tenants du pouvoir et l'opposition constitutive de la coalition pour la nouvelle République, règne un sentiment de mépris, accompagné d'une indifférence quasi haineuse des uns vis-à-vis des autres. Cette haine trouve évidemment sa source dans la crise post-électorale engendrée par l'issue controversée de la présidentielle du 27 août 2016. La question de blocage du pays à travers l'interrogation quand et comment sortir de cette crise inconfortable, l'abus de pouvoir dont fait montre le parti en place, les résolutions des 2 dialogues qui gardent pour le parti les démocrates un goût d'inachevé ne sont pas restés en marge de cette allocution. Au constat, le pouvoir en place a jusqu'ici privilégié l'argument d'autorité, synonyme de force militaire et de répression policière tout azimut. L'interdiction quasi systématique des rassemblements de l'opposition et les arrestations récurrentes des leaders de la contestation, le placement de certains en détention sans aucune forme de procès, témoignent à la fois d'une absence de sérénité et d'un enlisement du pouvoir dans l'exercice d'une force mal contenue qui ne peut, hélas, qu'exacerber les tensions et les haines. De son côté, l'opposition constitutive de la coalition pour la nouvelle République, sur fond de logique jusqu'au boutiste, a d'abord misé sur la communauté internationale avant de préconiser la partition de la rue désobéissante pour atteindre ses fins. 2 dialogues ont été organisés pour conjurer le mauvais sort. En dépit des bonnes idées qu'ils dégagent, ces 2 forats gardent à notre goût un caractère inachevé, du fait qu'ils évoluent dans 2 mondes parallèles. Et au sujet de la révision en cours de la Constitution, le parti a déploré qu'elle n'ait point donné droit à la voie référendaire. Tout en le justifiant des arguments non moins négligeables, Guy Nzumba Ndama a annoncé la participation des démocrates aux législatives à venir. En choisissant la voie des élections législatives comme celle du moindre mal, nous savons d'avance que cette position ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, comme le disait l'écrivain Oscar Wilde, je cite, « Lorsque tout le monde est du même avis que moi, je me demande si je ne me suis pas trompé. » Fin de citation. Toutefois, nous n'avons aucunement l'intention de désavouer les autres tendances de la coalition qui pourraient s'inscrire contre notre option. Nous ne voulons en aucun cas nier la coalition au sein de laquelle nous réaffirmons notre appartenance et l'adhésion au combat légitime pour l'alternance que nous y menons. Tout en demeurant dans la coalition, les démocrates, en tant que parti politique,
voudraient néanmoins garder leur identité, synonyme d'une certaine liberté de pensée et d'expression. L'actualité hors de nos frontières, en Tunisie, les échauffourées ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi. En Tunisie, on enregistre 200 interpellations et 49 policiers blessés. Le pays est en proie à des troubles sociaux. Reportage. L'avenue Bourguiba ne désemplit pas. Ils sont nombreux à être descendus dans la célèbre artère de Tunis. Le mouvement de manifestation a débuté il y a quelques jours dans plusieurs villes du pays. Mardi, c'est la capitale qui est mobilisée, comme ici devant le théâtre municipal, à l'appel du collectif Fesh Nestanao, qu'est-ce qu'on attend? Les manifestants protestent contre la loi de finances 2018 entrée en vigueur le 1er janvier. Une loi qui prévoit des mesures d'austérité et la création de nouvelles taxes. Nous sommes là pour manifester pacifiquement et de manière citoyenne, sans casse. On va poursuivre ces manifestations jusqu'à l'annulation de la loi. Les Tunisiens ne peuvent plus supporter ceci avec une situation économique très grave et elle est en train de s'aggraver encore plus aujourd'hui. Le ministre des Finances qui pilote ce budget d'austérité estime qu'il faut maintenir le cap des réformes pour relancer la machine économique. Parmi les acquis de la démocratie, c'est qu'il a la possibilité de s'organiser, la possibilité de manifester, mais aussi on a l'obligation de travailler pour que l'économie tunisienne soit une économie saine. D'autres mouvements de protestation se sont déroulés à travers le pays, comme ici à Gelma, au centre de la Tunisie. Certains rassemblements ont été pacifiques, d'autres ont dégénéré. À Tebourba, des affrontements violents ont fait un mort, des violences condamnées par le ministère de l'Intérieur. Ce qui s'est passé constitue une violation de la loi. Ces protestations visent à raviver la tension sociale sur les réseaux sociaux. En 2010, des manifestations contre la vie chère à Sidi Bouzid avaient été à l'origine du printemps arabe. Sidi Bouzid, où plusieurs rassemblements ont également eu lieu depuis dimanche. Loin de la Tunisie, à quelques milliers de kilomètres de là, le régime syrien concentre ses deux forces sur deux bastions rebelles, l'un à l'ouest ciblé par des frappes aériennes et l'autre près de Damas. Le but de cette offensive étant de briser la base militaire des rebelles. Reportage. Elle échappe au contrôle des forces du régime. Depuis le 25 décembre, la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie est la cible d'intenses bombardements. Avec l'aide des frappes russes, Bachar al-Assad tente de déloger les djihadistes de leur dernière poche de résistance. Objectif du régime, sécuriser une route reliant Alep à la capitale. Aux abords de Damas, une autre offensive se déroule dans la route orientale aux mains des rebelles. Les images sont diffusées en direct sur la télévision syrienne. Les forces du régime pénètrent dans la base militaire d'Arasta, où près de 250 militaires sont stationnés. Le siège imposé par les rebelles et les djihadistes a été brisé après une semaine d'intenses combats. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les affrontements ont fait des dizaines de morts dans les deux camps. Mais encore une fois, ce sont les civils qui paient le plus lourd tribut. Nous avons reçu plus de 50 personnes aux urgences après le massacre de Hamourié. Il y a eu malheureusement 10 morts et 10 autres personnes peuvent mourir à tout moment. Certaines sont très gravement blessées, d'autres souffrent de blessures plus légères. Assiégée depuis 2013, la route orientale est visée quasi quotidiennement par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du régime. L'enclave rebelle compte 400 000 habitants, victime de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Du sport à présent, et le président de la Ligue de football de l'Estuaire, Mendy Kabangoy, a exprimé le bien fondé d'organiser la Super Coupe de l'Estuaire avant d'annoncer le démarrage dans quelques jours du championnat de l'Estuaire. Mosconi Ngonomba, Yvon Bertrand Koumili Kandoumba. Donc il était question qu'avant que nous lançons nos activités, il était question pour nous, n'est-ce pas, d'organiser les Super Coupes. Connaître qui est le champion, n'est-ce pas, de l'Estuaire en minime, en cadet, en junior, en benjamin et en D3. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et vous constatez vous-même que les enfants ont bien joué. Mais ce qui manque aux enfants, c'est un peu la compétition. Vous avez constaté que beaucoup des équipes sont restées à la maison par rapport, n'est-ce pas, à la situation de la Ligue de l'Estuaire. Mais étant donné que j'ai été élu par ces présidents de club, ce qui revient à dire que
tous ces présidents-là vont, n'est-ce pas, commencer le championnat à partir de dans 2 semaines. Donc, j'invite les présidents de club, j'invite les dirigeants de club pour leur faire comprendre que notre championnat commence à partir, n'est-ce pas, du mardi 16 janvier. Donc, comme vous constatez aussi, si vous remarquez même bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des équipes qui sont à la maison pour attendre, n'est-ce pas, le démarrage de ce championnat. Voilà pourquoi vous constatez que tout le monde est venu pour fêter ça en famille, pour que à partir du mardi 16, nous rentrons, n'est-ce pas, dans les compétitions. Et j'invite déjà au président du club que les inscriptions ont déjà commencé, ça a déjà commencé depuis la semaine dernière. Le siège est à Belvedere, au stade, n'est-ce pas, de la Nation. Et les préparatifs de l'Open Sédoukan de tennis de table dans sa 4e édition vont bon train, c'est du moins ce que ressort du constat qu'a fait hier dans l'après-midi Ephraim Yugedzo au club pongiste Librevillois à l'ancienne Sobraga. Reportage. La 4e édition de l'Open Sédoukan de tennis de table, c'est pour bientôt, nous a-t-on laissé entendre l'un des responsables du club pongiste Librevillois, du reste directeur de l'épreuve, au cours d'un entretien. Il relate ici les différentes catégories et clubs retenus pour ce rendez-vous. Cette 4e édition concerne pratiquement tous les pratiquants. Comme on l'a dit, c'est un open, c'est un tournoi ouvert à tout pratiquant du tennis de table. L'épreuve retenue pour la 4e édition, c'est les individuels, seniors, hommes. On a encore changé un peu. L'année passée, on a joué en équipe. On aurait bien voulu jouer en double. Mais vous savez que depuis un moment, le tennis de table est dans une certaine léthargie. C'est pour cette raison qu'on n'a pas préféré retenir l'épreuve des doubles. Mais cela, ce n'est que partie remise. On a retenu encore pour la 4e édition les épreuves individuelles. Donc, on demande aux pratiquants de s'inscrire massivement afin que la fête soit belle le dimanche 14 janvier prochain. À ce jour, le comité d'organisation enregistre déjà près d'une vingtaine de participants. S'agissant des inscriptions, elles sont non seulement ouvertes à tous, mais aussi gratuites. Le détenteur du titre de la 3e édition aura l'insigne honneur de remettre celui-ci en jeu face aux participants venus d'horizons divers. La 3e édition a été jouée en équipe. C'était les matchs par équipe et c'est le club organisateur qui est vainqueur de cette 3e édition. Ils ont battu le club épervier de Bas-de-Guégué, mais en individuel, c'est le club épervier de Bas-de-Guégué qui détient le titre. Donc le titre sera remis en jeu en individuel à la 4e édition. Pour ce faire, le comité d'organisation est à pied d'œuvre afin que ce rendez-vous, réservé exclusivement aux pongistes, soit une réussite. Au club pongiste Librevillois, l'heure est désormais consacrée aux ultimes séances de répétition. Cette actualité sportive vient ainsi mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve à 7h demain et à 19h30 s'il plaît à Dieu le Très-Haut.